Salut l'équipe, bienvenue sur le plateau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné sur ce plateau. Nous allons aujourd'hui parler du basket universitaire dans une saison un peu tronquée. C'est le cas en NBA, c'est le cas en Europe. C'est aussi le cas en NCM et pourtant il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui on va parler avec nos gars d'envergure. Bon d'abord il y a Erwan qui est toujours là. Oui, toujours, j'adore quand on ouvre la saison avec envergure. Parce que moi qui rêvais d'American Pie et de faire un peu mes gammes à la fac, ce que je n'ai jamais fait, quand je reprends la saison ici avec les gars d'envergure, je me sens un petit peu comme un mec qui rentre à la fac et j'aime bien cette sensation. Eh ben très bien. Les gars d'envergure donc, Alex et Alan, ça va les gars? Ça va et vous? Ça va. On est content de vous recevoir. D'habitude, on ouvre la saison NCA plutôt en novembre, voire en décembre. Bon, bah là, ce sera en mars pour la match Marnès, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Une saison tronquée, c'est ce que je disais, mais c'est quand même une bonne saison. C'est quand même une bonne saison. Il y a pas mal de matchs annulés quand même. Donc c'est, comme tu disais, tronqué. Il y a des équipes qui ont joué 15 matchs, il y en a d'autres qui en ont joué 25. Donc c'est un petit peu compliqué d'évaluer. Mais il y a toujours des gros prospects et il y a toujours la fête sur certains campus. Pas tous, malheureusement pour Erwan. On va donner les adresses. Allez. Erwan qui a envoyé une lettre à Purdue pour tenter de commit là-bas. Il y a mieux pour faire la fête. Une lettre qui n'est jamais arrivée. Malheureusement. Perdu en route. Oh non. On commence bien cette émission. On parle un peu d'envergure. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le site? J'imagine que les prospects sont toujours scoutés comme toujours, par les yeux d'Alan notamment. Alan, c'est toi qui as fait le dernier article? Ouais, j'ai fait un article sur Jalen Green, donc le prospect qui joue en G-League, parce qu'il y en a 4 qui jouent en G-League aussi cette année avec l'équipe qui s'appelle la G-League Ignite. Ça fait 3 semaines que ça a commencé un peu. L'article, il est là. Mais c'est un article pas sur la G-League, c'est sur ses matchs au lycée et avec Team USA chez les jeunes. C'est un des 3 meilleurs prospects de la draft. 5 meilleurs prospects de la draft, on va dire. C'est vrai qu'on parle de NCA, mais cette équipe, elle est assez passionnante, puisque on n'avait jamais vu des joueurs si jeunes, américains, dans la même équipe, jouer contre les adultes. Avec des adultes, jouer contre d'anciens joueurs NBA et... des stars universitaires. Ouais, des stars universitaires. C'est que des stars universitaires. Même s'ils n'ont pas été draftés, ils étaient top niveau et ils auraient dominé la NCAA. Donc c'est toujours mieux, entre guillemets, de voir les oppositions contre eux que de voir des oppositions contre des facs où le niveau est pas toujours le même, quoi. La G-League, un bon niveau. Ça me fait penser cette année, la G-League, on parle un peu avec Axel, et le niveau a l'air vraiment plutôt très cool. Et c'est vrai que l'apport de ces mecs-là qui sautent le pas, ou qui vont pas au bout de leur cursus universitaire, il est pour beaucoup aussi. Que cette bulle G-League, d'ailleurs, ça serait bien qu'on fasse un débat sur l'avenir de la NCAA. Avec Axel? Ouais. Parce qu'il a joué contre la Ignite. Oui, c'est le premier match. Premier match avec Jared Jack. Bien sûr. Et il y a en plus plein de projets qui arrivent, notamment un truc qui est sorti récemment sur Overtime, la chaîne Overtime, qui veut créer un championnat carrément pour les 16-18 ans. Donc là, qui serait, avec des jeunes qui seraient payés 100 000 dollars l'année. Donc on casserait carrément la high school pour être pro à 16 ans. C'est ça. Donc c'est même plus la NCAA qui est en danger, c'est tout le système scolaire. C'est clair. Les mecs qui vont arriver, ils vont même plus savoir lire. Et vont dessiner un système. Écoute, on aura le temps de suivre. On en est loin, mais c'est juste que... Mais il y a une proposition, quoi. La porte s'est ouverte, en fait, et du coup, alors de l'autre côté, il y a la NCAA qui est en train d'essayer de changer sa législation pour que les athlètes étudiants puissent recevoir des rémunérations sur leur image, etc. C'est du droit d'image, ouais. Donc les choses bougent, quoi. Voilà, les choses bougent, mais la NCAA n'est pas morte. Très bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux Frenchies de NCAA. Il y a des noms très connus. On vous réserve aussi en bout de chaîne la petite surprise de la saison. On va commencer par l'un des joueurs qu'on suit le plus depuis ces dernières saisons. C'est Joël Ayayi, frère d'eux, qui bosse plutôt bien du côté de Gonzaga. Absolument. Ayayi qui est... très performant dans la meilleure équipe du pays. Donc, on en parlera dans une autre vidéo, mais Gonzaga, ils sont invaincus cette année. Ils ont un des top prospects dans l'équipe qui s'appelle Jalen Suggs, qui devrait être drafté, sauf s'il se pète le genou, ce qu'on ne lui souhaite pas, dans le top 10 minimum. Donc Jalen Suggs est à la main, et Ayayi, lui, va jouer plutôt à l'arrière et apporter de la fluidité. C'est un excellent rebondeur sur les postes arrière. Il est très efficace au shoot cette saison. Je ne sais pas si on a les stats là, mais il shoot en true shooting. Donc tu vois, c'est les stats avancées. Il est à quasiment 60%, il me semble. Donc c'est vraiment énorme pour un joueur sur les postes arrière. Et en gros, dans une équipe qui tourne bien, il est parfait parce qu'il est là en role player. Il défend bien, il a des longs bras, il a toujours eu le bon potentiel pour défendre. Et puis offensivement, il est propre. On ne lui demande pas de faire des trucs qu'il ne sait pas faire. Et donc, efficace à la passe, il va chercher des rebonds offensifs, il est bon dans les coupes, il est adroit au shoot.
C'est une équipe qui est énorme en transition, lui il en profite, donc il a bien profité de cette saison pour en tout cas améliorer son efficacité. Sa cote à la draft, ça reste à voir. Il est en 3e année. C'est un gars qu'on pourrait retrouver l'année prochaine en NBA ou est-ce qu'on imagine un cursus complet? C'est assez difficile à dire. Je sais pas. Moi, je pense qu'il va revenir, moi. Tu penses qu'il va revenir? Moi, je pense qu'il va revenir parce que Suggs va aller à la draft. Tu as dit top 10, il est dans tous les top 5. Oui. Suggs. Oui. Tous les top 5. Et dans même des top 3, tellement il fait une belle saison. Corey Kispert, l'autre super joueur de Gonzaga, il va aller à la draft. Donc, en gros, ils vont perdre leurs 2 meilleurs scoreurs. Et Joel Ayayi, on l'a déjà vu dans un autre rôle avec l'équipe de France chez les jeunes, être le scoreur et être le meilleur joueur d'une équipe, être le meneur d'attaque. Là, en fait, il est le glue guy. En fait, il défend, il met des tirs en catch and shoot et il bouge off ball. Est-ce que s'il revient l'année prochaine et qu'il assume la responsabilité de l'attaque, ça pourrait aussi faire augmenter son potentiel et sa cote. Donc il aurait peut-être intérêt à revenir. J'imagine que ça reste à voir si Gonzaga va lui promettre ce rôle-là. Complètement. Pas signer un prospect qui va faire un one and done, à qui ils vont filer toutes les gonfles aussi. C'est pas là dans la tradition de Gonzaga, en fait. C'est vrai que ça fait. C'est la première fois qu'ils ont de mémoire où il y en avait d'autres. Zach Collins, ça avait fait que 1 an aussi à Gonzaga, mais il n'était pas couronné très tôt comme un super top prospect. La Suggs, c'est la première fois qu'il recrute ce type de. Alors après, il y a Chet Holmgren qui pourrait venir l'année prochaine. Donc Chet Holmgren, c'est un grand pote de Jalen Suggs, le meneur dont on vous parle. Qui fait 2m13, qui sait shooter, qui est surtout un énorme protecteur de cercle. Vous l'avez déjà vu, je pense, il est très fin. Ouais, monté très fin, un grand joueur blanc qui est un des meilleurs recrues lycéennes. Top 5 au moins. Top 5 en 2022 à la draft. Voilà, au top 5 recrues. Et donc, il hésite entre Gonzaga, G-League et Minnesota, puisqu'il est du Minnesota. Voilà, c'est 3 options. Pour revenir sur Joel Ayayi, on se dit que s'il fait un cursus complet, est-ce que c'est aujourd'hui faire des cursus complets, c'est pas aussi quelque part faire une croix sur aller en NBA par le biais de la draft? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, tu peux passer par la G-League et avoir un parcours différent pour atteindre la NBA. Est-ce que s'il reste une 4e année à Gonzaga, est-ce que du coup, il se dit la NBA, pourquoi pas un jour, mais ça ne sera pas en étant un choix de draft élevé? Tu veux dire passer par la G-League ou par l'Europe avant, par exemple? Kylian Tilly a eu un two-way, par exemple. Les two-way, ça peut faciliter pour les plus vieux, qui restent plus longtemps. On veut leur donner une chance. Tilly a joué avec Memphis là dernièrement en plus. Il avait marqué son premier panier. Donc là où tu as raison, c'est il peut faire une croix sur sans doute un top 15. Il y a des exceptions, par exemple son coéquipier Corey Kispert cette année, qui shoot il y a quasiment 50% à 3 points, à 1 mètre derrière la ligne, après des courses, il fait n'importe quoi. Lui, il pourrait être top 15 alors qu'il est senior, par exemple. Donc il y a des exceptions, il y a des joueurs qui ont été draftés haut senior, et il y a des joueurs assez nombreux qui ont eu une belle carrière, même des bons débuts en NBA, alors qu'ils étaient seniors. Peyton Pritchard à Boston, dernier exemple en a. Et ce qui est vrai, c'est que dans la loterie, on cherche les prospects jeunes. Il faut avoir 20 ans au moins. Ah oui. Pour ça que potentiel, quoi. Souvent les freshmen partent très très haut. Et que le jour de la draft, c'est peut-être des joueurs moins forts que d'autres seniors qui partent plus bas. C'est ça que Jean-Luc Lairé aurait été un très bon GM. Jean-Luc, si tu nous écoutes, évidemment. Est-ce qu'on peut remettre très fan de basket universitaire? Absolument. Est-ce que tu peux nous remettre les qualités et défauts? Middle schooler, on peut le dire même. Les qualités et défauts de Joel Ayayi qui s'est fait remarquer cette année avec le premier triple-double de l'histoire de la fac. Et ça a un peu fait parler un peu partout, en France forcément, mais à la télé et au sein du campus, on sait que ça a eu un petit impact. C'est une grosse fac et le premier mec à sortir un triple-double de l'histoire de cette fac qui a quand même une histoire chargée, quoi. Depuis 20 ans, il gagne énormément, etc. C'est Joel Ayayi, donc preuve qu'il est complet en fait. Ce qu'on aime bien, nous, c'est que, moi personnellement, en fait, j'aime bien regarder chez les arrières ou petits ailiers les rebonds. En fait, parce que ça montre le potentiel athlétique du mec, ça montre que le gars, il n'a pas besoin forcément d'avoir la balle en main pour apporter à l'équipe. C'est un état d'esprit aussi d'aller au rebond quand on n'est pas un grand. Ouais. Et ça montre que tu participes au jeu. Ayayi, il a un pourcentage, si on prend les pourcentages de rebond et pas les chiffres bruts, parce qu'ils ne jouent pas forcément, ils mettent des branlées dans leur conférence, donc ils ne jouent pas forcément 35 minutes par match, quoi. Mais si on regarde les pourcentages de rebond, il en a de meilleurs que certains pivots NCAA. Donc il est vraiment très très fort au rebond, que ce soit défensif ou offensif. Donc ça, c'est très intéressant. Tu disais, parmi ses défauts, il y avait son physique, qui était moyen plus. Est-ce que c'est vraiment un défaut ou est-ce que en fait, il est juste dans la norme? C'est pas un énorme athlète.
pas un énorme athlète, mais en NCAA, ça passe. Dans leur conférence, ça passe. Parce qu'en fait, Gonzaga, on en reparlera dans l'autre vidéo, je pense. C'est une des meilleures équipes du pays, mais dans une petite conférence. Ouais. Donc ils gagnent. C'est pour ça qu'ils sont 25-0 tous les ans et qu'ils sont à la March Madness. Ça peut aider de jouer avec Voilà. contre des papayes. Contre des équipes. Après, là, ils ont joué contre des grosses équipes. Au début aussi, d'année, ils ont début d'année. défoncé tout. De toute façon, ils ont défoncé tout le monde. Mais Ayayi, il est dans ce collectif-là. Ils n'ont pas besoin en plus d'être hyper physique, hyper athlétique. C'est une équipe très intelligente qui court. Lui, il est très bon en transition. Il sait très bien se placer. Mais le physique n'est pas un énorme atout de son jeu. Mais après, comme Alan le disait, on l'a déjà vu avec l'équipe de France, en équipe de France jeune, assumer le scoring. Alors évidemment, il était 2 fois moins efficace. Si tu regardes les pourcentages, c'était un peu cata. Mais il est capable de se créer son tir quand même parce qu'il est long. Il n'est pas lent non plus. Il a un premier pas. Voilà, il a un petit handle. Donc c'est quelque chose qu'il sait faire. Si tu veux, s'il y a une fin de possession, on lui demande d'aller chercher un tir. Il n'est pas là perdu à balancer des briques. Donc, quand l'équipe de France fait médaille de bronze au championnat du monde U19, il est dans le 5 majeur. Ouais, c'est lui le leader d'équipe. Ouais, de la compète. D'accord. Dernière question, est-ce qu'on l'imagine aller en NBA, simplement? Nous, pour l'instant, on est un peu bas sur lui, là, j'ai vu. On l'a 69e. Parce que moi, je pense qu'il va pas aller à la draft, en fait. Ouais. Tout simplement. Il va se présenter quand même, histoire de... L'année d'après, sur le principe. Il va faire une dernière année. Il a testé. L'année dernière, il a testé le processus déjà. S'il teste une deuxième fois, ça veut dire qu'il est obligé d'aller au bout, en fait. Donc ça va être une grosse décision pour lui, savoir s'il y va ou pas. Peut-être qu'il va se dire, je profite de cette année-là où j'ai montré que je pouvais être un role player, parce que de toute façon, je ne vais pas être choisi top 15, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Mais là, au moins, mes chiffres sont bons. Je ne vais pas prendre le risque de revenir et d'être moins efficace et du coup de voir ma cote redescendre. Mais selon les sites américains, il est autour entre 40 et 50. Les Américains l'aiment bien. Il est plus haut que. Les Américains l'aiment bien. Ils sont plus hauts que nous pour l'instant sur le potentiel. Enfin, pas sur le potentiel, mais en fait sur le fait d'être draftable ou non de Ayayi. Voilà, un deuxième tour efficace, un mec que tu mets directement dans une équipe 7-8e homme et qui apporte des minutes de qualité directe. Fameux plug and play. Plug and play. On adore. Très bien pour Joël Ayayi. On verra sa March Madness. Justement, puisque la March Madness révèle en tout cas, augmente des cotes et fait baisser des cotes aussi. Donc Gonzaga, on en reparlera la semaine prochaine, lundi prochain, justement dans la présentation de cette March Madness, puisque Gonzaga fait partie des favoris. Autre nom qu'on cite très souvent ensemble, c'est celui d'Yves Ponce qui est à Tennessee. Alors là, on parlait d'athlète moyen. Pardon. Athlète moyen. Voilà. Dans les défauts, moyen plus. Yves Ponce, donc, est un joueur. Quand tu regardes un match de Tennessee, t'as l'impression qu'il n'y a que lui, quoi. Tu vois, par son physique, par sa densité physique, par ses dunks et le fait qu'il soit ultra spectaculaire, c'est un gars qu'on aime bien. Menton au cercle. C'est pas tête au cercle, c'est menton, lui. C'est un peu au-dessus. C'est un malade. C'est un grand malade. Mais Yves Ponce, donc génération 99, AI 2000, donc lui, c'est un senior. Sauf, là, on ne sait pas trop, en fait, parce que la NCAA va peut-être accorder une saison supplémentaire à cause du Covid à tous les seniors. C'est même sûr, hein. Ouais, donc il par pourrait... rapport, en fait, pas forcément le basket, c'est aussi par rapport aux études. Hein. C'est ça, mais en gros, il pourrait ne pas aller à la draft, mais ça serait bien qu'il y aille, je pense. Parce que avant ses 30 ans. C'est le moment d'y aller, quoi. Ouais, c'est le moment d'y aller. Ça va faire comme Jack, c'est le film avec Robbie Williams, là. Quand il joue au basket, il a un physique d'adulte. J'avais vu ce film. Il est éclaté, ce film. Le film est éclaté, mais bon, là, ça marchait bien avec Yves Ponce. La ref est bonne. La ref est bonne. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est son évolution dans son poste. On en avait déjà parlé l'année dernière quand j'étais venu. Il a été formé comme un poste droit. Non, mais c'est un grand malade. C'est un volleyeur, donc. Hein. C'est un grand malade. Sur le weak side, c'est n'importe quoi. Mais on en parlait au début comme un poste 3 quand il arrive à NBA. Et moi, ce que je veux pour lui, dans sa formation, c'est un futur à envergure. On aime bien le comparer à on aimerait bien ce qu'il devienne en NBA, ce qui est devenu Derrick Jones. Junior. Ouais. D'accord. C'est-à-dire un joueur qui avait des pourcentages à 3 points pas bons en université. On l'a pris en NBA, on a dit bon ok, t'as un physique au-dessus de la moyenne, on va te modeler parce qu'il y a de la matière en fait. On peut te créer un rôle de poste 4-5 qui peut tirer, défendre en switch. Oui, un espèce de rôle très hybride parce que Derrick Jones Jr. a pas du tout le physique de son jeu en fait. Non, il est tout filiforme et, moi je me souviens finalement à Miami, je me souviens d'un match contre Miami, tu vois, contre Atlanta où Trae Young était chaud et sur la fin il le prend dans le money time, mais il l'éteint, capable d'aller défendre sur des meneurs comme ça. Mais tu vois, il joue jamais grands bras. Mais il joue pas arrière ou il joue poste 4 avec un physique un peu chelou quoi, tu vois, enfin tout maigri. C'est un archi bon exemple. Ouais, on en parle souvent avec Ben notamment et ça serait un truc qu'on pourrait créer avec Yves Ponce et je pense que des front office vont être intéressés par ça. Sachant qu'il a une caisse d'un autre niveau. Derrick Jones Jr. était un athlète
de hauteur, de vitesse. Il a quand même. Il est plus filiforme. Autre chose, largement. Il y a des images plus petits, je pense. Je pense que je sais pas combien il est. Yves, il est pas à 2,02, un truc comme ça, mais Yves, il a moins de 2 mètres. Il y a les images d'Yves Ponce qui sont sorties l'été dernier quand il sortait de la salle de sport. Ouais. T'as l'impression que c'est un montage. Ah bon? Son physique, c'est n'importe quoi. Son physique, c'est n'importe quoi. Et donc cette année, voilà, il est titulaire. C'est vraiment l'encre défensive de Tennessee, le leader vocal de cette équipe. Une équipe qui a dans son effectif 2 potentiels top 10 de la draft sur les bases arrières, qui ont commencé sur le banc et maintenant qui sont titulaires, avec Yves Ponce à côté. Et voilà, donc il fait pas des stats mirobolantes. Il est à 9,5 rebonds, à 48-50% au tir. Le tir à 3 points et le handle, c'est encore un peu problématique et il n'a pas encore super progressé là-dessus. Mais il est quasiment maintenant à 80% lancé franc. Ouais, il a progressé. On l'avait eu l'année dernière dans le podcast. Et on lui disait, il avait progressé à 3 points, mais il était encore à 63 ou 64% lancé franc. On lui disait, Yves, c'est pas possible, tu peux pas aller en NBA avec 64%. Et il a dit, je bosse. Il a bossé. Alors, les pourcentages à 3 points ont rebaissé du coup cette année. Mais on sait que ça fluctue. En plus, il joue pas énormément. Il est en pleine transition de son tir. Voilà. Quand je vois ce que tu me dis là, ça monte au lancer, mais ça baisse à 3 points. C'est qu'il est en recherche de sensation. La gestuelle, elle est là, mais c'est juste que c'est plutôt un bon signe qui stabilise au lancer franc. S'il stabilise autour de 80%, ça veut dire que ça peut être un shooter, ça ne sera pas du 45%, mais ça peut être un shooter à 33-34% en NBA, ça peut faire la maille. Hein. Clairement. Il est à 80% au cercle aussi. Il finit à 80% au cercle. Après, en même temps. Ah, mais attends, il y a des mecs qui sont athlétiques. Voilà, 80%, c'est un truc de pivot, quoi. C'est n'importe quoi. Qui prend que d'aller ou. C'est un truc de. Qui prend que d'aller ou. Ouais, c'est ça. Et des rebonds off. C'est pas des claquettes, des rebonds. C'est n'importe quoi. Il dunk tout ce qui est à peu près à moins de. Et il remonte très vite. Il est très bon sur le second saut aussi. Ça, c'est un peu truc. Comme Zion. Ouais. Ça, c'est un truc d'athlète. De toute façon, le second saut. La vitesse de pied du second saut, en général, ça dit qui tu es. Yves Ponce, tu parlais d'Eric Jones Jr., mais en fait. On a envie de l'imaginer donc en stopper défensif, on va dire sur les postes 3-4. Je ne sais pas si est-ce qu'il est capable 3-4-5. 3-4-5, pourquoi pas, même malgré sa taille. On l'imagine pas défendre sur des arrière-ailiers dans un premier temps. Tu parlais de ses contres dans un deuxième rideau. Ça, c'est des choses que les scouts NBA peuvent clairement rechercher. Jusqu'à haut niveau, un mec qui est très fort sur le côté faible de la défense sera très très fort aussi en NBA. On n'imagine pas une baisse de ce point de vue-là. Complètement. Après, lui, c'est... Moi, je pense il va être drafté. Si une équipe le draft, elle va penser qu'elle peut le faire défendre en switch de 1 à 5. Peut-être, bien sûr, personne n'arrête les meilleurs meneurs de la ligue sur du switch. C'est un truc, quand on dit il est pas bon sur du switch, mais personne n'arrête les meilleurs. Mais si tu peux être décent déjà, c'est bien. Et il le fait en NCAA. Franchement, des fois, il y a des switches qui sont appelés, il se retrouve contre les meneurs adverses, il les contient. Oui. Il est facile là-dessus. Et comme tu disais, deuxième rideau. Le fait, ce que Alan disait, qu'il soit cette année le capitaine de la défense, ça c'est quelque chose qui apporte, parce que c'était pas forcément lui les années d'avant. Il a vraiment pris cette responsabilité et ça permet de réfléchir un peu au niveau supérieur, de s'adapter plus facilement, plus vite. C'est ce qu'on va demander à un senior drafté. De toute façon, on va lui dire toi, il faut que tu sois prêt, tu vois, training camp, tu ingères les systèmes, il faut que tu sois prêt assez rapidement. Et je pense que défensivement, il peut l'être. Après, voilà, offensivement, parfois, il se retrouve un peu dans des no man's land. Il a encore des errances, on va dire, ce qui n'est pas forcément facilité par le fait que voilà, le 5 majeur, il a changé en cours de saison. Les systèmes ne sont pas forcément adaptés à lui aussi. Voilà, lui, ce qu'on lui demande de faire, c'est de faire du pick, de rouler au cercle. Il y a très peu de pick and pop, par exemple. Mais dans le jeu, face au panier, on espérait qu'il progresse plus que ça. Donc ça peut être aussi un frein, parce que quand tu fais sa taille, pour jouer son match-up face à des grands, il faut de la vitesse. Pour utiliser sa vitesse, il faut savoir jouer face au panier. Pour le moment, il n'a qu'une main gauche, Yves, et il n'a qu'un dribble à peu près rectiligne, quoi. Il va pas faire des crosses, etc. Donc il nous a dit, il bosse là-dessus, évidemment, il connaît ses faiblesses. Puisqu'il a déjà testé, sa cote auprès des scouts, donc ils savent à peu près à ce moment-là ce qu'ils doivent bosser. Mais il ne l'a pas forcément montré cette année, offensivement en tout cas. Offensivement, il y a un point d'interrogation et les scouts vont... D'ailleurs, il est plus bas que Ayayi au niveau des big boards des différents sites américains, pour cette raison-là principalement. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que je pense aux jeunes défenseurs
impactant de NBA, un espèce d'avenir à Lou Dort. Alors, c'est pas le même profil, mais un gars qui n'est pas forcément drafté. Qui fait sa place par ses qualités, par sa défense d'abord, sans être drafté, et surtout qui, une fois arrivé en NBA, prend confiance en fait en attaque. Lou Dort, c'est vraiment là cette année, il nous surprend sur pas mal de choses. Un buzzer beater pénal cette année. C'est clair. Non, mais tu vois, des mecs qui prennent confiance en fait dans leur. Alors il est plus vieux, Yves, clairement. Mais est-ce que ça peut pas être ce type de d'objectif, de trajectoire pour lui? C'est un peu, mais Lou Dort était meneur titulaire en NCAA. Et meneur titulaire, c'était le meneur de Arizona State, Lou Dort. Arizona State, je sais. C'était le porteur de balle. Alors c'était pas efficace, c'est pour ça qu'on l'a pas drafté, qu'on lui a pas donné un two-way pour qu'il fasse ça. Mais il avait des capacités de playmaking un peu meilleures quand même qu'Yves Pons. Yves Pons, c'est après jouer meneur, donc ça explique cela. Mais au-delà de ça, c'est pas les mêmes postes. Oui. Par contre, c'est deux mecs que tu dis, oula, défensivement, lui, juste défensivement, il peut faire basculer des matchs. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a failli faire l'année dernière en playoff face à James Harden. Et si on se dit qu'avec Yves Pons, qui est un athlète comme ça aussi, se dire, tu le mets, tu le fais défendre, rien que ça déjà, t'es gagnant. Complètement. Mais pour ça, plus un joueur de playoff que de saison régulière, il faut. En plus, de toute façon. En plus. Parce que mine de rien, la NBA aujourd'hui, alors, LeBron, il va pas être éternel. Mais Kevin Durant, bon, pareil. Mais on voit Tatum, Brown à Boston. On voit que c'est des Paul George. On voit que c'est quand même les postes 2-3 comme ça. Ces postes-là, c'est encore ces mecs-là, pour la plupart, qui dominent la NBA, au-delà des meneurs, qui est un poste à part entière. Il faut envoyer de la viande. Ah, il faut envoyer de la viande pour ces mecs-là. Donc, quelque part, c'est toujours bien d'avoir ces mecs-là de à peu près 2 mètres, un peu plus, un peu moins, tanker, et pour les envoyer, défendre sur les Kawhi, les Paul George, les LeBron, les Kevin Durant. Je te dis pas que ou Jason Tatum ou Brown, tu les arrêteras jamais. Mais par contre, tu peux les ennuyer. C'est ça. Tout le monde veut des ailiers. Tout le monde veut des. On a vu la dernière draft, Chicago qui prend un ailier dans le top 5. Et des ailiers qui peuvent défendre à l'opposé, comme on a dit, avec comprendre les rotations et avoir surtout un impact plus grand que leur taille, parce qu'il fait 1m98, donc il peut défendre sur des 2-3 à la limite. Mais il peut aussi être là à l'opposé, et quand il va en aide, vraiment tu le sens passer, quoi. Tu le sens arriver, il arrive avec, comme tu disais, attitude de volleyeur, comme ça, tu passes pas au-dessus, quoi. Tu es obligé de passer à côté, donc ça c'est intéressant. Il peut protéger le cercle. Oui. Ah bah j'en doute. Il est dans le top 10. Dans les tout petits 5 majeurs, on peut l'imaginer être protecteur de cercle. Moi, oui. Ça, c'est intéressant. Moi, oui, complètement. Mais c'est comme l'a dit Erwan, Miami le faisait avec Derrick Jones des fois. Alors, il est beaucoup plus grand, mais ce que faisait Jeremy Grant avec les Nuggets la saison dernière, pour pallier Jokic. Pour pallier Jokic, il le faisait aussi. Alors, il est beaucoup plus grand. Et ça marche aussi pour Draymond Green, évidemment, qui, parmi les petits, est un monstre de la dissuasion dans les aides sans faire de faute, sans forcément les contrer. Bon, Yves Pons, l'avantage, c'est qu'il devrait mettre 2-3 crêpes. C'est la meilleure expression, celle-là, les crêpes. Moi, j'adore les crêpes. Il cuisine beaucoup. Tu sais que Ronnie Coty, il fait des ateliers. Tu sais que Ronnie Coty n'est plus président pour parler de C'est vrai. Gloire à René, évidemment. Yves Pons, du coup, l'année prochaine en NBA ou en NCAA, on verra. Tennessee sera à la March Madness. Ah oui. Est-ce que c'est une équipe sur laquelle il faut compter? Oh oui. Très bien. Eh bien, écoutez, on verra comment se comportera Yves Pons dans cette March Madness qui commence. Et puis il a un magnifique prénom, Yves Pons. Bah oui, Yves, ça veut dire Erwan. Et voilà, c'est là que je ne peux rien te cacher. C'est vrai, exactement. La Saint-Yves le 19 mai. Voilà. Et voilà, on sait tout. On s'enverra un petit message sur Instagram le 19 mai pour se souhaiter bonne fête. Parfait. Est-ce que Olivier, ça veut dire Erwan aussi en catalan peut-être? Non, en hébreu. Absolument, c'est vrai. C'est vrai. Olivier, donc Olivier Sarr, Erwan en hébreu, qui lui joue à Kentucky après avoir joué à Wake Forest. Lui aussi senior. On regarde son profil, génération 99. On a un peu parlé finalement d'Olivier Sarr par rapport à Joël Ayayi et Yves Pons cette année. Qu'est-ce qui se passe pour le grand? Il se passe qu'il joue dans une équipe de merde, tu peux le dire. Éclatée, et en fait, il a fait un choix. Alors, à Wake Forest, ça aurait pas été beaucoup mieux, mais il a fait le choix de changer de fac pour être plus exposé, avoir des responsabilités. Sur le principe, jouer la March Madness. C'est relou, ça, pour le coup. Sur le principe, c'était plutôt bien joué parce qu'il se retrouve poste 5 titulaire de Kentucky, qui est une équipe où de toute façon les scouts vont venir au match parce qu'on sait qu'il y a des prospects qui vont partir dans top 10, top 20, top 30. Enfin, il y a des prospects à toutes les échelles, première année, deuxième année, etc. Donc c'est plutôt bien joué. Le problème, c'est que la production n'a pas suivi et que l'équipe était un naufrage et malheureusement, il s'est un peu noyé avec. La pire équipe de Kentucky depuis 20 ans. Sur la pire de l'ère Calipari, je pense. Oui, je pense. Avec celle qui s'était pas qualifiée pour la March Madness, celle où il y avait Nerlens Noël et. Ouais, mais ils ont gagné moins de matchs. Après, ils ont joué moins de matchs aussi. Michel Goodwin qui est pas loin d'ici, les gars. Exactement. Je sais. C'est le Valois. C'est vrai. Mais là, de toute façon, ils iront pas à la March Madness, sauf
s'ils remportent, là on enregistre avant que ça se passe, mais sauf s'ils remportent leur tournoi de conférence. C'est comme ça que ça marche. Mais il n'y a quasiment aucune chance. Ils sont dans la même conférence que Tennessee, avec qui je pense. Florida. Et donc il y a Tennessee, Alabama. Florida, voilà. Il y a des énormes équipes. Ça serait vraiment hyper étonnant qu'ils gagnent la March Madness. Donc Olivier, il a un peu progressé au niveau de son tir. Ça c'est intéressant quand même à noter. Puisqu'il fait 2m13, enfin, c'est un 7-footer, donc on ne va pas forcément lui demander de shooter à la base. Il a des bonnes mains, offensivement, des bonnes mains, on peut le voir sur les images. Sur les petits hooks, voilà. des mouvements de haut niveau. On aime ça, les grands comme ça. Il a un peu progressé sur des switches, on va dire, courts. En fin de possession, il va switcher sur le meneur adverse. Et il ne va pas trop se livrer, il va réussir à contester le tir. Donc ça, il a progressé là-dessus. Là où il a moins progressé, et l'ensemble de la défense collective de Kentucky, de toute façon, était pourri, c'est sur les aides défensives et sur l'intelligence défensive, en fait, à savoir anticiper le mouvement de l'adversaire, savoir quand c'est à moi de faire la rotation, etc. Ça, malheureusement, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est celle de ses coéquipiers? Est-ce que c'est celle du coach? Tort partagé, probablement. Mais on l'attendait à un niveau largement supérieur. En tout cas, pour se faire drafter, il aurait fallu qu'il montre qu'il peut être à la fois ce gars offensivement propre, qui peut un peu écarter, qui pose des écrans solides, et défensivement, surtout, c'est ce qu'on demande aux intérieurs, de protéger le cercle. Et c'est là que le bas blesse, on va dire. Donc on n'est pas très confiant pour sa draft, j'ai l'impression. Hein. Nous, non. Il est senior. Hein. Moi, je vais plus l'excuser, mais il est d'accord avec moi, Alex. Hein. Le niveau des meneurs de Kentucky cette année, j'ai jamais vu aussi horrible. Est-ce qu'on peut citer le nom de ces escrocs, s'il te plaît? Bah non, parce que c'est Devin Askew. Devin Askew, top recrue venant de Californie. C'est un des pires meneurs freshman que j'ai vu à Kentucky. Et en fait, le problème d'Olivier Sarr, c'est que c'est un pivot qui a besoin de la création de ses meneurs pour être mis dans des bons spots sur du pick and pop, sur du pick and roll, bien servir au cercle. Et à un moment dans l'année, il faisait plus de pertes de balles que de passes décisives, ces meneurs. Donc le jeu pour lui était horrible. Et donc franchement, il est tombé sur l'année où il fallait pas aller à Kentucky. Il aurait été l'année dernière avec Emmanuel Quickley ou d'autres joueurs qui l'auraient mieux servi. Tyrese Maxey, il aurait eu des ballons bien mieux distribués que ça. Et là, il se retrouve déjà les schémas offensifs. Je sais pas si c'est. Après, il a pas eu de chance aussi, et Kentucky dans son ensemble et toutes les équipes qui comptent un peu sur les one and done, les joueurs qui restent qu'un an à la fac, avec le Covid. Parce que c'est des équipes généralement qui se trouvent en cours d'année. Kentucky, c'est souvent ça, ils arrivent à se trouver en cours d'année. Il y a un mois la March Madness, tu sens qu'il y a une montée en puissance. Voilà, il y a une petite montée en puissance, etc. Là, il n'y a pas du tout, très peu de montée en puissance, un peu Duke, mais vite fait, quoi. Et en fait, c'est parce qu'ils ont eu moins le temps de préparer cette saison que. Et parce que leurs deux top recrues sont un peu décevantes. Oui, Terrence Clark et Brandon Boston. Et surtout BJ Boston, qui est un joueur connu, qui joue à Sierra Canyon pour les gens qui sont avec le fils de LeBron, qui était pressenti pour être un top 5 de draft unanime avant la saison, et qui est sorti des boards de loterie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de déficiences de son jeu qu'on avait moins vu au stade lycée, qu'on a vu en NCAA. 50 kilos, quoi. Et donc, ça devait être la star de l'équipe qui devait driver l'équipe. Sans cette star-là, ils ont du mal. Ils ont d'autres joueurs blessés, il n'y a pas de continuité. Comme l'a dit Alex, Calipari, c'est un coach qui recrute 6 super jeunes chaque année. Il jette plein d'idées contre le mur dans les 2 premiers mois. Il voit ce qui marche. Et ensuite, il fait jouer son équipe avec ce qui a marché sur la fin de saison. Parce que pour l'instant, en fait, rien n'a marché dans tout ce qu'il a essayé. Quand un joueur comme Shai Gilgeous-Alexander, il était venu basse recrue à Kentucky, et finalement il avait trouvé au bout d'un moment que c'était son meilleur joueur, et il avait vraiment compté sur lui. Et des fois, il met des joueurs dans des rôles qui sont pas ceux qu'on retrouve en NBA. Jamal Murray, Devin Booker. En fait, il fait Tyler Hero, il fait jouer son équipe pour qu'elle gagne, mais pas pour qu'elle montre les prospects sous leur meilleure qualité. C'est pour ça que des fois ils sont un peu sous-draftés, certains joueurs de Kentucky. Là, en fait, c'est que la classe de recrutement est décevante, il n'y a pas de continuité, et pour Sarr, c'est super problématique, alors que je pense que c'est un vrai bon joueur NCAA. Franchement, l'année dernière, à Wake Forest, il avait fait une vraie bonne saison. Alors, avec la règle des seniors qui peuvent revenir, il pourrait revenir. Le problème, c'est qu'à Kentucky, il y a toujours des top joueurs qui arrivent. Il y a 2 pivots qui arrivent l'année prochaine. Voilà, donc c'est un peu... S'il reste, ce ne sera pas bouché, mais il y aura une concurrence bien plus... Vu son expérience, il sera quand même meilleur, donc il aura du temps de jeu, mais
mais ça s'annoncera aussi compliqué, quoi. Donc ça va être un choix difficile. Et puis l'année dernière, il parlait déjà des touches. Ouais, et puis il avait dit avant l'année dernière qu'au moment où Kentucky lui a proposé de venir en tant que transfert, il avait aussi des touches pour passer pro en Europe. Et il y a pensé. Tu ferais quoi toi à la place d'Olivier Sarr après ce cursus complet, ce changement de fac, cette progression, un retour en Europe, ça serait envisageable? C'est une bonne question. C'est un mec intelligent, je pense donc. Très intelligent. Qui prendra, je pense, prendra vraiment le temps de la réflexion. Je pense qu'il a fait le tour en NCAA, 4 ans à Wake Forest, même si sa dernière saison à Kentucky est décevante et qu'il s'attendait certainement à autre chose en transférant comme ça. Non, je pense qu'il a fait le tour du niveau NCAA. C'est un grand pivot. Il faut qu'il aille un petit peu se mesurer chez les seniors. Quand je dis senior, vous m'avez compris. Donc la NBA, je sais pas, il faut toujours essayer avec des camps, mais je pense que l'Europe et l'Eurocup ou l'Euroleague, et des équipes un peu comme ça qui veulent miser, parce qu'il y a aussi beaucoup d'équipes en Euroleague qui font ça aussi, qui prennent des grands et qui les font bosser. Je pense qu'il a quand même un cursus intéressant. Ouais. On l'a vu sur les images, c'est un grand qui arrive, qui a des moves. Ça peut toujours intéresser des équipes. Moi, je te dis n'importe quoi. C'est un mec qui veut faire un peu qui est dans les études aussi. Pourquoi pas un projet comme ça à Lasvel, qui joue l'Euroleague, qui est en train de s'installer comme une équipe un peu chiante à jouer en Euroleague, avec un jeune coach qui est TJ Parker. Par exemple, un projet comme autour de Lasvel, pourquoi ça serait pas cool comme ça? Le projet jeune français, ça aurait du sens à Lasvel en plus. Hein. Donc, tu vois, moi, ça aurait du sens pour lui, ça aurait du sens pour Lasvel, qui se veut être un tremplin pour envoyer des mecs plus haut en Euroleague ou les renvoyer en NBA. Tu vois, voilà, moi, je pense à ça. Je me dis qu'il a besoin maintenant d'aller chez les seniors. Il a fait le tour de 4 ans de NCAA. Ça marche aussi pour Yves Ponce. Ça reste un bon championnat où on s'entraîne comme des pros, mais on reste un pré-ado, enfin pas un pré-ado, mais on reste un adolescent plus. On n'est pas encore un adulte. Ça serait bien maintenant qu'ils aillent voir un petit peu ce qui se passe chez les adultes, où il y a du pognon en jeu, où il faut gérer un petit peu des égos. Genre que lui, il est formaté pour être pro, il n'y a aucun doute. Parfois, c'est marrant parce que tu vois, quand les gars partent en NCAA, tu as toujours cette impression qu'ils vont vivre un peu le rêve et tout, mais d'étudiants. Alors qu'en fait, ça fait 4 ans qu'il aurait pu être pro, lui, Olivier Sarr. Clairement. Oui, bien sûr. À 18 ans, il aurait peut-être pu jouer à Nanterre et avoir des minutes et jouer le Recup. Et puis, tu sais, à partir du moment où tu quittes ce système universitaire, bon, Ronny l'avait fait quand il était à Gonzaga, je crois, mais tu découvrais un peu des stages équipe de France aussi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est le step d'après pour ces mecs-là. Les regroupements équipe de France de l'été, Puis il a fait les frais d'équipe de France jeune. Hein. Tous les joueurs dont on parle, ils l'ont fait. Donc ils ont aussi, comme tu dis, cette expérience à côté. Ils connaissent autre chose que la NCAA. Ouais. Quand je parle d'équipe de France, c'est les A. Oui, les A. Mais avoir joué chez les jeunes aussi, c'est une expérience différente que par rapport à des ricains qui ont joué dans leur vie que dans un type de championnat, un type de culture, un type de rôle. Nos Français ont cette chance-là aussi d'avoir connu plusieurs... Parce que certains ont aussi fait le lycée aux États-Unis. Le lycée, la fac, mais ils se jouent aussi avec l'équipe de France, chez les jeunes. Certains ont fait centre de formation en France, puis ont signé aux États-Unis. C'est plein de types de carrières différentes en fait. Et il a du cerveau. Pour finir, ce que tu disais, on l'avait eu alors qu'il était que sophomore, je crois, dans le podcast. Il était à Wake Forest. Et tu sens que voilà, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un de posé, qui gère déjà sa communication, qui est mature, quoi. Donc et comme disait Erwan, je suis tout à fait d'accord, la NBA, c'est pas une fin en soi. C'est un joueur qu'on prendra plaisir à revoir. Des mecs intelligents ouverts sur le monde. Moi, je suis lui. Je suis bon basketteur, mais va découvrir une expérience en Europe, dans des pays cool, à Barcelone, à Madrid, tu vois. Oui, là, il serait peut-être pas tout de suite dans un... Non, mais peut-être pas Barcelone, t'as Badalogne à côté, hein, je te dis n'importe. Voilà. Tu peux jouer des trucs sympas en Eurocup, il y a des pays, découvrir, tu vas jouer en Grèce, tu peux aussi... Je pense qu'il est dans cette mentalité-là aussi, de découvrir à travers le basket d'autres cultures, d'autres... Donc, moi, j'ai l'impression qu'il a fait le tour, voilà. Très bien pour Olivier Sarr. On verra si Kentucky arrive à se qualifier pour la March Madness. Bon, il y a un peu d'espoir, mais on fera ça avec attention la semaine prochaine. Enfin, cette semaine plutôt. Dernier homme qu'on veut citer aujourd'hui, c'est Joshua Mballa, qui est à Buffalo. Alors, pour le coup, ça, c'est vraiment la bonne surprise. Lui, il est moins connu que les 3 autres, hein, et de loin. Ouais, en fait, il a commencé à Texas Tech. Texas Tech, qui est vraiment un programme qui, depuis qu'ils ont recruté leur nouveau coach, Chris Bird, il y a 4 ans. Un an avant, non? Ouais. Bon, bref, 4-5 ans, quoi. Ils envoient des prospects NBA. Bon, j'arrête Culver, le début de carrière, c'est un peu compliqué, mais ils envoient des prospects NBA. C'est un des meilleurs programmes du pays. Et c'était un peu bouché pour Mballa. Donc il a transféré. Il a pris la décision après 1 an. Il dit je veux jouer. Donc je vais aller dans une conférence et une équipe plus en retrait que la Big 12 et que Texas Tech. Je vais aller à Buffalo. Et en fait, cette année, il est en 15-10. 15-10 en NCAA. Lui aussi, il a fait les équipes de France de jeunes. Il est parti faire son lycée aux États-Unis. Et ensuite, voilà, il a été recruté. C'est un finisseur proche du panier. C'est un vrai bon intérieur
NCA qui fait son taf défensivement, qui pose des gros écrans, qui a la tête au cercle et qui fait vraiment une belle saison. Il est à 4 rebonds offensifs par match. Énergique, quoi. Il est beaucoup dans l'énergie et ça marche. Ça marche pour lui à Buffalo et Buffalo est une des meilleures équipes de sa conférence. Ouais, il peut aussi faire la March Madness parce que Buffalo a des chances de remporter son tournoi de conférence. C'est quelqu'un qu'on pourrait retrouver. Probablement pas au Final Four, mais voilà, dans les premiers tours, avec donc un rôle sympa, quoi. 15-10. On a l'habitude des gros stats si on suit à la NBA. Mort, hein. Junior. Les 15-10 en NCA, c'est quelque chose. C'est hyper rare les joueurs qui tournent en double-double en NCA. Hein. Il y en a peut-être une 15-20 dans tout le pays, quoi, sur 360 facs. Donc c'est c'est solide. Il est dans le top 5 des Européens en NCA en points et en rebond cette année. Et tu disais, je regardais sa taille, donc 2,03 m. Est-ce qu'il n'est pas un peu sous-dimensionné pour le basket de haut niveau? Je ne parle pas forcément de la NBA, mais 2,03 m. Pour la NBA, oui. Mais après, il peut jouer small ball. Il faudra qu'il s'écarte, quoi. Je l'ai très peu vu jouer. Je ne sais pas si tu... Ouais, je l'ai vu. Je me suis fait un match hier contre Syracuse. Super Syracuse, c'est une défense de zone pendant 40 minutes. Donc il ne veut pas arrêter, lui, un joueur. Il veut jamais s'arrêter. Donc c'est horrible, en fait, pour lui. Mais on voit qu'il a des moves. Oui, il a des moves. Il a des mains. Et en fait, voilà, il sait très bien se placer en transition aussi. Ça, j'adore chez les intérieurs. Suivre son meneur, attendre la passe, bien finir. Et en fait, il le fait. Puis on va pas se mentir, physiquement, il est au-dessus. Il a l'air d'avoir des épaules. Il a l'air surtout de faire plus que 2,3 m. Moi aussi, j'ai l'impression qu'il a vraiment grandi. Les stats, pour moi, sont un peu. Alors, pour rien vous cacher, avant l'émission, on pensait qu'il est annoncé à 2,01 m un peu partout. Mais qu'en regardant les images. C'est pour ça qu'on l'a mis à 2,03 m. Je pense qu'il n'a pas été réévalué. Je pense qu'il est à 2,6 maintenant ou quelque chose. C'est quand même une énorme différence entre 2,01 m et 2,06 m. Je pense. Pour tous les gens qui font moins de 1,60 m, j'imagine qu'avoir ça de plus, ça peut être intéressant. Oui, c'est vrai qu'il a l'air délié, il a l'air d'être en fait, il joue poste 4, il est capable en tout cas d'avoir la balle hors de la ligne à 3 points et de partir en drill, planer des spin moves, et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Très bon aussi, voilà, après l'écran, la vivacité en sortie d'écran, il sait bien se placer. Et contrairement à Olivier Sarr, il est bien servi. Et ça change la vie pour un intérieur. Buffalo, ça veut dire qu'Olivier Sarr aurait dû aller à Buffalo plutôt qu'à Kentucky. Vraiment, Alan a raison. Olivier Sarr, toute sa vie de NCAA, il n'a pas eu un meneur potable, quoi. À Wake Forest, c'était déjà cata, et cette année à Kentucky, c'est pareil. Et c'est vraiment hyper important pour des joueurs comme ça. Un pivot qui ne joue jamais avec un bon meneur, en général, il perce vraiment jamais. Ça sublime, tu sublimes tellement des intérieurs. C'est un bon meneur. Ou alors c'est le Shaq, mais ils sont pas en 2020. Et puis en 2021, avec le pick and roll à tout va, si t'as pas un bon passeur de pick and roll, c'est super compliqué. Absolument. Bon, en tout cas, tu disais que Buffalo pourrait peut-être faire la March Madness, du coup. S'ils remportent leur tournoi, parce que s'ils le remportent pas, en gros, soit tu remportes quand tu es dans des conférences comme ça, il faut que tu remportes ton tournoi parce que le comité va pas te repêcher. En gros, pour aller à la March Madness, il y a deux façons. Soit tu remportes ton tournoi de conférence, soit tu es repêché par le comité parce que tu as eu un bon bilan, tu as joué contre des bonnes équipes, tu as gagné des matchs. Parce que tu as triangle dans ton équipe. Donc repêché, du coup. Sauf qu'en fait, souvent, il préfère repêcher les équipes des plus grosses conférences. Normal. Qui ont aussi des bilans stats avancés meilleurs, qui ont joué contre des meilleures équipes. Après, il y a tout un débat sur est-ce que c'est biaisé parce qu'ils jouent plus de matchs contre des bonnes équipes. Tu serais pas en train de m'expliquer le fonctionnement de la March Madness? J'aimerais que tu t'arrêtes tout de suite, puisqu'on va se retrouver la semaine prochaine, justement pour parler du fonctionnement de la March Madness. On a fait le tour sur ces 4 Français. On aura le temps de reparler des Français qui se présenteront à la draft. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on fait ensemble avec Envergure, justement de présenter les différents prospects. Et puis, moi, j'ai envie qu'on parle de Dante Cunningham rapidement. Je pense qu'il faut. Pas Dante, Date. Dante. J'appellerais Date Cunningham parce que c'est un gars avec qui j'ai envie d'aller manger au resto un jour. Moi aussi. C'est mon gars sûr. Tu sais que les dates, des fois, ça va plus loin que le resto. Hein. Ouais, il paraît. On nous parle parfois de potentiel générationnel pour notre ami Cunningham. Donc on aura le temps d'en reparler en tout cas la semaine prochaine. Ils sont pas d'accord, c'est ça qu'on aime. Si. Ah d'accord, tu me rassures. Tout le monde est d'accord. Bon, ça me va, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle un nouveau rendez-vous, nouvelle vidéo avec Alan et avec Alex pour justement parler de la March Madness qui commence du coup dans 2 semaines maintenant.